Bonjour, je suis Pierre-Henri de Menton, je suis le directeur de la rédaction de Challenge. Voici venu le terme de ce sommet du bien commun. Avant d'écouter Jean Tirole, on va se poser une question encore, c'est pas du business case, mais encore assez proche du terrain sur savoir finalement qui doit décider du bien commun. Et la première partie de cette séquence va être sur finalement quel est le rôle de l'entreprise. Est-ce que vous savez qu'il y a différentes parties prenantes? Il y a les ONG, on en a vu quelques-unes à la tribune de Gré Hauts-de-Force. Il y a donc le citoyen consommateur. Il y a le salarié, il y a les syndicats, les collectivités, l'État, les experts, et au milieu de tout ça, il y a l'entreprise. Alors, on a la chance d'avoir trois regards différents, avec Mathias de Watripon qui nous a rejoint, donc qui est à distance depuis la Belgique, puisqu'il est professeur d'économie à l'Université libre de Belgique. Il a fait beaucoup de travaux académiques, et c'est encore le cas avec Jean Tirole, notamment sur ces questions du rôle de l'entreprise. Nous avons Mélanie Tisserand qui, elle, représente ce qu'on appelle dans les vilains jargons, on va dire les TPE, des petites entreprises, quelques moyennes entreprises aussi. Vous êtes environ 3000 dans votre... Presque 6 000. Presque 6 000, alors félicitations. Donc c'est le Centre des jeunes dirigeants, c'est une institution qui a beaucoup fait avancer et depuis très longtemps la réflexion autour du rôle des entreprises et des dirigeants d'entreprises dans l'évolution de la société. Et enfin, Eric, vous êtes le patron de Pierre Fabre, une grande entreprise. Vous faites presque 3 milliards de chiffre d'affaires, une entreprise dont l'essentiel de l'activité est à l'international, mais une entreprise extrêmement ancrée, on le sait tous, dans le territoire. Je pense que c'est une des plus grandes entreprises françaises, dont le siège, il y en a quelques-unes à Toulouse, il y en a une très très grande, mais dont le siège n'est pas à Paris ou en région parisienne. Alors, je vais peut-être commencer par vous, parce que Pierre Fabre, outre cette spécificité, en a une autre, c'est son statut. Et j'aimerais bien qu'on commence là-dessus, parce que Pierre Fabre fait partie des très rares grandes entreprises françaises qui ne sont pas, hormis, on va enlever tout ce qui est secteur mutualiste et coopératif, mais qui n'est pas une entreprise à proprement parler capitaliste, avec peut-être un mot sur la structuration, comment M. Pierre Fabre avait dessiné pour l'avenir la structuration du capital, qui est une spécificité du groupe Pierre Fabre. Bonjour. Alors effectivement, Pierre Fabre a comme actionnaire majoritaire une fondation reconnue d'utilité publique. Donc il détient 86% du capital de l'entreprise, ce qui est un cas unique en France, 10% étant détenus par les salariés et le reste étant ce qu'on appelle l'autocontrôle, qui nous permet notamment d'alimenter d'ailleurs la part des salariés. Et cette structure a été voulue par Monsieur Fabre dès la fin des années 90, puisqu'il a créé la fondation Pierre Fabre en 1998. Elle a été reconnue d'utilité publique en 1999. C'est une fondation humanitaire. Et étant actionnaire majoritaire de l'entreprise, ça veut dire qu'à chaque fois que le conseil d'administration de l'entreprise décide de donner des dividendes, de distribuer des dividendes, 86% de ces dividendes vont à des actions humanitaires qui n'ont aucun rapport avec l'activité de l'entreprise et qui sont menées essentiellement en Afrique et en Asie du Sud-Est. Donc c'est ce statut particulier. Alors, petite question annexe, et puis on va rebondir, prendre ce cas pratique qui est tout à fait passionnant et qui est pile poil dans notre sujet quand même du bien commun. Donc j'imagine que c'est un statut, on demandera la validation à Mathias, mais qui est parfaitement adapté à la décision ou à la participation au pilotage du bien commun. Est-ce que c'est un modèle qui peut être dupliqué parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors, en Europe, il y en a quelques-unes. Donc, il y a Velux, je crois, il y a Rolex qui ont ce type de formation. Mais est-ce que c'est un modèle? Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que vous faites un peu de prosélytisme pour développer ce modèle à d'autres?
Alors, il est en cours de développement. Ça peut paraître un peu curieux que ça se fasse aussi tardivement, entre guillemets, parce qu'en fait, la modification législative qui l'a permis date de 2005, donc c'est quand même assez ancien. Mais aujourd'hui, il y a déjà 3 autres entreprises qui sont en train de passer sous ce statut, dont les fondateurs ont annoncé qu'avec leurs enfants, ils décidaient en fait que leurs enfants n'héritent pas de la totalité de l'entreprise ou de l'entreprise, mais que ce soit une fondation qui en hérite, puisque de par la loi française, ça nécessite en fait un accord familial, puisqu'il y a ce qu'on appelle la réserve héréditaire en droit français. Mais effectivement, c'est en cours de développement. Alors, on peut dire 4 à l'échelle française, c'est pas énorme, mais on peut voir aussi le côté positif. C'est un modèle en mouvement. En tout cas, il est sur étagère, c'est-à-dire qu'il est à la disposition de toute entreprise. Il n'est pas spécifique à l'entreprise Pierre Fabre sur un plan légal. Alors, Mélanie, vous, il y a beaucoup d'autres statuts. On connaît les SA, les sociétés anonymes, mais il y a beaucoup d'autres statuts qui se sont développés ces dernières années, reprenant parfois des choses très anciennes. Est-ce que parmi vos 6000 entreprises adhérentes, il y en a qui ont testé, mis au point des nouveaux statuts, évolué? Après, on va rentrer dans l'organisation des entreprises, mais déjà d'un point de vue statutaire, on a beaucoup parlé, dans le cadre de la loi Pacte, par exemple, des entreprises à mission, choses comme ça. Quel est votre regard là-dessus, puisque dans ce monde des petites entreprises? Alors, effectivement, avant de répondre à votre question, je voudrais juste faire un petit focus sur ce qu'est le CJD. Le CJD, c'est 6000 entrepreneurs qui, depuis 1938, alors on n'était pas 6000 au début, puisque Jean Mersch, le créateur, a réuni 100 jeunes patrons pour penser l'entreprise différemment. 1938, on sort des grandes grèves de 36, on est dans un climat social qui est explosif. Et Jean Mersch décide avec ses 100 jeunes patrons que l'entreprise, le patronat ne sera plus ce qu'il a été parce qu'il ne se reconnaissait pas là-dedans. Et en fait, on peut, je pense que c'est important de faire ce focus-là parce que ce sont nos racines et que nos racines, nous les défendons aujourd'hui dans tout ce que l'on va expérimenter au CJD. Alors je crois que dans la deuxième partie, on va définir qui décide du bien commun, mais quand on parle de l'entreprise, il me semble important pour moi de bien comprendre que l'entreprise ne décide pas du bien commun. L'entreprise est un outil pour mettre en œuvre ce qui a été décidé au niveau du commun, et le commun, c'est la commune. C'est-à-dire comment est-ce qu'on met en œuvre les besoins de la commune dans nos entreprises, comment est-ce qu'on produit différemment, etc. Donc c'était juste une parenthèse qui me semblait importante, parce que du coup, on est en train de parler des moyens de mettre en œuvre le bien commun. On peut avoir une structure plus ou moins adaptée à ça, à moins que ça ne soit pas le cas, mais ça n'a peut-être aucune importance finalement. Ouais. Et alors oui et non, mais je dirais. Savoir où vont les dividendes, c'est pas tout à fait la même chose dans une société cotée en bourse et une société dont la majorité du capital est détenue par une fondation d'utilité publique. Absolument. Alors nous, on n'est pas coté en bourse au CJD, puisque on est à 95% des TPE-PME. Il y a quelques ETI, mais globalement, on est vraiment on est bien entendu dans la chaîne de valeur malgré tout des grands groupes, ça c'est une certitude, mais on est vraiment des TPE-PME. Donc les entreprises du CJD vont être organisées sur des entreprises capitalistiques classiques telles qu'on les connaît, donc on a parlé SARL, SAS, etc. Mais on a aussi une grande partie d'entreprises de l'ESS avec des statuts particuliers d'ESUS par exemple, dont une des particularités importantes, puisque aujourd'hui on parle aussi de revendications sociales, de comment on repense, comment on repartage la valeur. En ESUS, la rémunération la plus élevée ne peut pas être supérieure à 10 fois le SMIC. Et ça semble important. Alors évidemment, ça exclut de fait pas mal de monde, puisque dans les très grandes sociétés, et y compris des sociétés d'État, on est bien au-delà de ça. Alors, je voudrais faire intervenir, merci Mathias de nous avoir rejoints. Peut-être un mot sur, alors 2 questions pour rebondir. D'abord sur les statuts, est-ce que c'est une importance ou pas?
Et quelle est votre vision, au niveau européen, on va dire, quelle est votre vision de l'évolution des choses de ce point de vue-là? On connaît tous la loi Pacte en France, mais peut-être il y a d'autres évolutions intéressantes. Très brièvement, et ensuite, pour rebondir sur ce que disait Mélanie et poursuivre la conversation, est-ce que vous êtes d'accord quand on dit qu'en fait, c'est pas l'entreprise, mais c'est ceux qui la constituent qui doivent être porteurs du bien commun? Si j'ai bien résumé. D'abord, un tout grand merci pour cette invitation à ce prestigieux sommet. Désolé de ne pas pouvoir être présent physiquement. Mais donc, voilà, par rapport à vos questions, je dirais que donc, lorsqu'on parle de statut des entreprises, ça peut être important, mais il n'y a pas que ça qui compte. Et c'est lié un peu à votre deuxième question. Aujourd'hui, nous avons un modèle dominant d'entreprise où ce sont les actionnaires qui dirigent, qui sont propriétaires. Maintenant, entre propriétaires et contrôleurs, c'est pas toujours la même chose. On assiste depuis en fait 4 décennies. C'est un petit peu associé à Margaret Thatcher et Ronald Reagan. En même temps, on a eu le développement de la dominance actionnariale. Et énormément d'entreprises sont maintenant très, très liées aux actionnaires, et ça se voit très fort dans la rémunération du top management. Pour vous donner un exemple, un secteur où l'actionnariat peut poser problème, et on l'a vu avec la crise financière, c'est le secteur bancaire, où comme il y a un effet de levier tellement important, il y a tellement peu d'actions par rapport à la dette, vous pouvez faire des prises de risque vraiment excessives. Et on a réussi, après cette énorme crise, à limiter en Europe la rémunération variable à 200% de la rémunération fixe. Et déjà, la première chose que les Anglais ont fait quand ils ont sorti de l'Union européenne, c'était de liquider cette affaire. Donc je dirais qu'il y a des entreprises, dont certaines qui sont associées avec ce sommet, dont parfois les patrons, ils ont 1 million d'euros de salaire et 10 millions. Donc je dirais qu'il y a cet aspect très important de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Et de ce point de vue-là, je dirais que c'est attendez, on me dit dans les screenings. On va revenir, Mathias, sur le partage de la valeur. Je voudrais juste un point sur est-ce que c'est l'entreprise, sur ma deuxième question, est-ce que c'est l'entreprise en tant que telle, comme personne morale, qui a une responsabilité, ou finalement elle n'existe pas vraiment, elle n'est que la constitution de parties prenantes? Je crois que l'entreprise doit être guidée tant par la réglementation que par son organisation interne. Il y a des choses à faire je crois que de ce point de vue-là, le statut particulier de l'entreprise a un rôle important aussi, notamment dans certains secteurs où le marché ne fonctionne pas bien et où une dominance actionnariale excessive serait vraiment un problème. Merci beaucoup. Je voulais juste vous faire réagir. On parlait de la concurrence. Vous êtes dans un secteur, vous avez un statut particulier dans un secteur très concurrentiel. Vous avez certains de vos concurrents, même beaucoup, qui sont des grands groupes internationaux ou français, qui sont cotés en bourse avec donc peut-être d'autres exigences. À écouter Mathias. Est-ce que ça vous pose un problème? On reviendra aussi sur les questions d'arbitrage entre bien commun et profit. Mais vous, au jour le jour et à la fin du trimestre, est-ce que vis-à-vis d'autres géants, ça vous pose un problème, votre statut, de ne pas pouvoir délivrer autant, de ne pas avoir d'actionnaires? Est-ce que ce n'est pas quand même une forme de contrainte? La seule contrainte que ça présente, c'est que une entreprise qui n'est pas cotée en bourse, en fait, est une entreprise qui ne peut pas bénéficier du financement des marchés. Donc, en fait, une entreprise comme Pierre Fabre, ce n'est pas la Fondation reconnue d'utilité publique
qui en est l'actionnaire majoritaire qui va la financer. Donc si elle a besoin de se financer, elle en a besoin tous les jours. Pour nous, en termes d'investissement, de recherche et développement, investissement de rénovation de l'outil industriel, acquisition de brevets, etc., c'est 300 millions par an pour 2,7 milliards de chiffre d'affaires. C'est 300 millions d'investissements. Ces 300 millions, nous ne pouvons les avoir que par les ressources que nous générons nous-mêmes. Voilà. Donc c'est ça, si vous voulez, quand même la seule contrainte. Donc un frein à la croissance du groupe. Alors ça peut être un frein, mais ça vous oblige à être bon, j'allais dire, sur vos marchés. C'est une contrainte, c'est sûr. Mais il faut aussi voir l'autre avantage, c'est que, on va y venir, mais sur la distribution, en revanche, dans la tradition gaulienne, en fait, un tiers, hein, donc un tiers pour l'actionnaire, un tiers pour les salariés, un tiers pour l'investissement. Mais en fait, sur cette distribution, si on prend que cette règle extrêmement simple, en fait, on a un avantage, c'est que nous avons un actionnaire qui va peut-être demander moins que d'autres actionnaires. L'actionnaire que nous avons nous demande surtout, et ça c'est la différence avec des entreprises cotées par exemple, nous demande une visibilité de moyen terme, parce qu'une fondation s'engage la plupart du temps sur des programmes de 3 ans, c'est un peu la norme, et donc évidemment quand on commence un programme, et surtout dans les pays où elle agit, hein, comme je le disais, continent africain et Asie du Sud-Est, eh bien il faut donner cette visibilité aux partenaires que vous avez, donc à vos parties prenantes qui vont être des ONG, d'autres associations ou des États. Et donc ce qui nous est notre devoir moral, j'allais dire, c'est de permettre à notre actionnaire d'avoir cette visibilité de 3 ans. Pour le reste, c'est un atout dans la mesure où la distribution est moins erratique et elle est en fait guidée par un bien commun ou une volonté de faire le bien commun et c'est avec cette visibilité qui est assez forte pour nous finalement d'avoir la capacité d'investir, ce qui est le plus important pour des entreprises qui sont dans le domaine de la dermocosmétique ou du médicament dans lequel les investissements sont extrêmement importants. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous pour qu'on descende un petit peu dans l'organisation. On a parlé des statuts. Qu'on descende un petit peu dans l'organisation. Vous disiez, en fait, ce qui fait une entreprise, c'est ceux qui la constituent. Alors, on parlait de un tiers. C'est un peu un mythe. Hein, on y reviendra sur le partage de la valeur. Mais déjà, quelles sont les recommandations que vous faites, les témoignages que vous avez chez vos adhérents pour trouver un équilibre entre des intérêts qui peuvent parfois être contradictoires, des différentes parties prenantes de l'entreprise, hein, le patron, les salariés, le client, etc. Alors, des intérêts contradictoires, alors ça c'est assez intéressant, je dois dire, parce que bien souvent dans les TPE-PME, les intérêts sont pas si contradictoires que ça, en tout cas si on parle sur l'aspect purement financier. Maintenant, un des éléments qui, moi, me semble fondamental, c'est que quand on parle de parties prenantes ou de parties constituantes, ce qui constitue notre écosystème, on va pas pouvoir se limiter aux actionnaires et aux collaborateurs. Il va falloir intégrer, évidemment, les fournisseurs, les clients, et ça c'est essentiel, et ça on ne le fait pas aujourd'hui, comment on intègre la nature, comment on intègre la planète dans nos réflexions, c'est-à-dire ce qui doit guider aujourd'hui nos prises de décision en entreprise, ça ne doit pas être uniquement les humains qui la composent, mais aussi quel impact elle a sur son environnement. Et tant qu'on continuera à fonctionner en ne tenant pas compte de cela, on continuera à avoir de manière assez légitime des gens qui vont venir nous dire mais en fait vous mettez en péril nos conditions de vie sur Terre, les nôtres, mais celles aussi de nos enfants. Et donc je comprends que après la façon de faire peut-être discutable, c'est pas trop le sujet, mais en tous les cas il y a vraiment une nécessité de prendre conscience que nous devons faire avec ça, parce que nous mettons tous aujourd'hui en péril. Donc quand on décide du bien commun, le bien commun, c'est aussi cet espace dans lequel nous vivons, et comment on protège cet espace dans lequel nous vivons, comment on fait en sorte d'avoir des maisons passives, comment on fait en sorte de transformer nos modèles économiques. Et ça, c'est un des éléments essentiels au CJD, c'est-à-dire qu'on réfléchit tous les jours sur comment avoir moins d'impact sur notre environnement, jusqu'à arriver à un impact zéro, jusqu'à être une entreprise régénérative du vivant. Voilà. Alors, comment on est parti sur on va dire les parties prenantes classiques.
on a effectivement la planète qui s'invite. Comment elle peut devenir en quelque sorte partie prenante de la définition de la stratégie? Je crois que chez Pierre Fabre, vous avez mis au point une initiative sur le Green Impact Index. Peut-être vous nous dites 2 mots sur ce que c'est et la façon dont vous pouvez être leader ou embarquer une partie du secteur avec ces exigences. Alors, je crois qu'il y a 2 dimensions en fait, derrière votre question. Je vais peut-être évacuer d'abord la première qui est celle des parties prenantes. Donc, dans les règles de bonne gouvernance, je pense qu'on peut se fixer dans une entreprise le fait d'avoir des parties prenantes externes. Donc, pour nous, ce sont des associations environnementales, c'est des associations de pharmaciens, puisque ce sont l'essentiel de nos clients, qui en fait ont un accès à la vie de l'entreprise, aux comptes, etc., et contribuent à ce qu'on appelle le rapport intégré. Donc, le rapport d'autres entreprises l'appellent le rapport RSE, hein, mais en fait nous donnent leur avis, leur opinion, et la donnent aux commissaires aux comptes sur la marge des affaires, et voilà. Donc vis-à-vis de leurs critères propres. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect auquel vous faites allusion, c'est que la vocation première d'une entreprise, c'est de mettre à disposition des produits ou des services à disposition de ses clients. Et en 2021, Pierre Fabre a pris l'initiative de créer avec AFNOR, donc qui est un organisme indépendant, une méthode de cotation de nos produits qui s'appelle le Green Impact Index. Donc 20 critères, 16 critères environnementaux, 4 critères sociétaux, qui déterminent l'impact sociétal et environnemental des produits que nous fabriquons dans toutes les dimensions, y compris le transport des marchandises, etc. La méthode de cotation est accessible à tous les consommateurs en ligne, hein, donc chaque site de marque Pierre Fabre en fait affiche pour chaque produit la cotation de ce produit. Une sorte de Yuka interne. Si vous voulez, c'est une sorte de Yuka interne, alors qui nous a d'abord servi en interne effectivement pour améliorer nos formules, puisque les formulateurs savaient que quand ils rentraient une certaine matière dans le produit, eh bien en fait ils arrivaient à un stade C ou un stade B ou un stade A. Donc A étant la meilleure note, et donc ça leur permettait d'adapter la formulation. Ça nous a permis de rénover à peu près 80% de nos formules grâce à cette méthode. On l'a utilisée pendant 3 ans en interne et on l'a rendue externe après. Et là, nous avons créé avec de grandes sociétés françaises un consortium autour de ce Green Impact Index. Et nous annoncerons donc une AFNOR Spec, c'est-à-dire là quelque chose d'officiel. Donc ça s'appellera d'autres plus. Sociétés du même secteur. Alors du même secteur et pas du même secteur. D'accord. Donc 200 au total et 10 à peu près de la taille de Pierre Fabre ou supérieure à la taille de Pierre Fabre. Et en fait nous annoncerons donc cette AFNOR Spec, j'espère avant la mi-juillet, qui deviendra une norme utilisée par beaucoup d'autres entreprises, donc pour coter leurs produits et le rendre transparent aux consommateurs. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est que c'est une ligne directrice pour l'entreprise, c'est-à-dire que ça nous aide à améliorer nos produits au quotidien. Et c'est ça qui est important. Et ça le rend visible avec une notion de transparence vis-à-vis des consommateurs. Mathias, je voulais juste, peut-être vous nous rappeliez, on parlait d'un tiers, qui est c'est un moyen mémotechnique, et c'est vrai que c'était l'ancienne de Serge Dassault, je me rappelle il y a très longtemps, de cette répartition et puis de cette prise en compte des parties prenantes, où on s'arrête quand on doit organiser une prise de décision dans une entreprise, dans la prise en compte des différents intérêts. Qui doit être représenté. L'idée est intéressante que la planète soit représentée. Comment on fait quelles sont les bonnes clés? Qu'est-ce que vous avez pu observer à l'intérieur des organisations d'entreprise? Alors en fait, je dirais que d'abord cet exemple d'un tiers est assez intéressant et il montre un petit peu qu'il fut un temps où en effet les actionnaires étaient bien moins gourmands qu'aujourd'hui. Je dirais que ça c'est un élément très très important. Je crois qu'aujourd'hui ça a vraiment dérapé dans plein de secteurs et je crois qu'il faut de ce point de vue-là arriver à un meilleur équilibre. D'un autre côté, le diable est souvent dans les détails et il faut s'assurer, je crois qu'il ne faut pas demander non plus à l'entreprise de faire ce qu'elle ne peut pas faire. Autant je crois qu'il est bon de mettre en avant les résultats en matière de soutenabilité, etc. D'autant plus que les consommateurs s'y intéressent et donc dans ce cas-là, la concurrence peut vraiment aider à améliorer les choses. Donc moi, j'applaudis la volonté des entreprises de faire ça.
Le gros danger, évidemment, c'est que c'est pas facile de définir ce qu'est l'intérêt de la planète. Et il y a énormément de possibilités de regarder ça. J'ai été quand même assez impressionné par une couverture de The Economist il y a quelques mois qui proposait de remplacer ESG, donc environnement, social et gouvernance, par juste E, émissions, en disant les amis, si on s'occupe de tout, on s'occupe pas beaucoup de quoi que ce soit. Et donc il faut définir en effet ce qu'il faut faire. Je dirais que là, il y a un vrai problème. Maintenant, je crois aussi, bon, moi je fais de la théorie des contrats, il y a ce qu'on appelle la théorie des contrats incomplets, qui dit attention, il y a plein de choses qui sont difficiles à mettre dans un contrat, et donc dans ce cas-là, il faut s'assurer que une organisation soit, disons, contrôlée par des gens qui ont en effet le bien commun en tête. Dans cette optique-là, je dirais que par exemple, Bill Gates, par exemple, si il s'intéresse aux questions de santé très clairement, très franchement, le mettre dans les conseils d'administration de certaines grandes entreprises pharmaceutiques, je crois que ça pourrait aider, par exemple. Il y a d'autres choses. Je crois en effet que dans certaines entreprises, bon, Amazon par exemple, avoir des représentants des travailleurs dans le conseil d'administration, un petit peu comme on a ça en Allemagne quand même, mais qui clairement, ils n'aiment pas avoir ça aux États-Unis. Des choses comme ça, je crois qu'ils sont très très durs. Donc, mais il faut un petit peu regarder où est le problème et voir comment, de manière assez concrète, le résoudre. Mais en ce sens-là, c'est vrai que cette domination actionnariale aujourd'hui fait que les autres objectifs sont un peu secondaires. Moi, je crois que les gens dans les entreprises sont des gens comme vous et moi, aussi pro-éthiques ou avec certaines limites que tout le monde, mais il y a un système qui doit guider les choses vers dans le bon sens. Et dans cette optique-là, je crois que les deux exemples sont des exemples tout à fait intéressants, mais je crois que, comme je dis, il faut une certaine modestie aussi. On ne peut pas demander à l'entreprise trop de choses. Voilà, vous m'amenez parfaitement sur le deuxième point que je voulais aborder pour terminer cette table ronde. Je vous invite d'ailleurs à y participer en posant des questions avec le célèbre QR code qui va s'afficher, je pense. Est-ce qu'on n'en demande pas trop aux entreprises? Alors, je parle des petites entreprises. Là, vous verrez, on a un prochain numéro de challenge sur la bureaucratie. C'est effrayant, hein, ce qui tombe entre toutes les normes alors les grandes entreprises sont équipées, ils ont des départements juridiques, et bon, ils dépensent beaucoup d'argent avec des conseils pour faire face à tout ça. Les normes vertes, bon, on y est tous confrontés, d'ailleurs, même les particuliers, avec dans l'immobilier, etc. Là, il y a des nouvelles normes qui sortent, il y a une loi, mais tout ça est pavé de bonnes intentions. Il y a une loi qui va s'appeler la loi plein emploi qui arrive, avec donc un certain nombre de règles concernant, puisqu'il y a eu un accord paritaire là-dessus, donc sur le partage de la valeur, sur la participation et l'intéressement, qui sont des choses relativement complexes, et qui vont devenir obligatoires pour les entreprises à partir de 11 salariés. Est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce qu'on s'y prend de la bonne façon avec cette approche un peu normative, législative? Ce que disait Mathias, c'est que bon, c'est quand même des gens il y a la compliance d'un côté, il y a l'éthique de l'autre. Donc où est le bon équilibre? Alors, il se trouve que... Bon, alors vous, ils sont tous formidables et éthiques, vos adhérents, donc la question se pose même pas. Mais... Non, mais il se trouve qu'en plus, je suis expert comptable, donc les normes, je les connais bien. Et oui, il y a un vrai sujet il y a beaucoup d'obligations pour les entreprises. Ceci dit, quand on parle du partage de la valeur, et là bon, vous allez croire que vraiment au CJD on est formidable, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais quand on demande à nos adhérents, avez-vous déjà mis avant l'ANI, avez-vous déjà mis en place des choses en termes de partage de la valeur, participation, intéressement, prime, donc de partage de la valeur. À 50%, ils n'ont pas attendu le texte pour le faire. Hein, donc, en réalité, alors oui, ça fait un texte en plus, mais parce que 6000 entreprises adhérentes du CJD en France, sur plusieurs millions, probablement qu'il va falloir inciter davantage celles qui n'ont pas encore commencé à partager la valeur.
Donc je trouve pas que cet accord soit incohérent. Au contraire, je pense qu'il est intéressant, il est bien. Et puis il faut quand même souligner qu'il a été co-construit en intersyndical, donc avec d'un côté les salariés, le patronat. Et donc, alors nous on aurait aimé que cet accord aille plus loin sur les enjeux environnementaux. Vous l'aurez bien compris puisque ça fait partie de nos grandes préoccupations au CJD. Malheureusement, bon, on l'a pas eu cette fois-ci. C'est un tout petit paragraphe là-dessus, pas suffisant, mais je trouve, nous en tout cas, on a vraiment accueilli cet accord interprofessionnel, intersyndical. Alors, chez Pierre Fabre, est-ce que vous, j'imagine, puisque les salariés sont, vous êtes un taux assez élevé dans le capital, comment est-ce que vous avez accueilli cet accord et quel est votre point de vue là-dessus sur le partage de la valeur? Moi, en bon cégétiste, je dirais le meilleur partage de la valeur, c'est l'augmentation des salaires, quand même. Mais parce que il y a quand même une question autour de ça. Et puis toutes les entreprises ne font pas beaucoup de profit non plus. Alors je crois que ça se règle, si vous voulez, à l'intérieur des entreprises à travers le dialogue social. C'est-à-dire qu'en fait, chaque entreprise a une palette d'outils à sa disposition pour la rémunération de ses salariés. Le salaire, bien sûr, l'intéressement, la participation. Chez Pierre Fabre, par exemple, l'abondement pour les salariés qui achètent des titres de l'entreprise. Et en fait, dans le dialogue social, on détermine avec les partenaires sociaux, en fonction du moment, ce qui est le plus adapté. Dans des périodes de forte inflation, il est sûr qu'il y a une pression plus importante sur le salaire immédiat, ce qui est parfaitement compréhensible. Donc ça, je pense que ça se règle, si vous voulez, au niveau de chaque entreprise. Pour revenir sur votre question sur les normes, bien sûr, les normes sont exigeantes et très nombreuses. Je pense qu'il faut quand même toujours faire attention à l'avantage compétitif ou au désavantage compétitif que ça crée d'un pays vis-à-vis des autres pays, et donc se référer quand même le plus possible à des zones économiques cohérentes, comme l'Europe, par exemple. La France a la particularité de surenchérir sur les normes européennes, et ça, c'est un vrai problème de compétitivité. Et d'ailleurs, je pense qu'un des problèmes principaux quand même de cette économie, c'est la faiblesse de son commerce extérieur et le déficit abyssal que nous accumulons à travers les années. Après, il faut reconnaître aux normes, et en particulier aux normes environnementales, l'avantage qu'elles ont donné dans la progression des entreprises, je pense, et dans leur pérennité long terme. Parce que là aussi, quand on regarde les choses par rapport à un actionnaire qui est une fondation reconnue d'utilité publique, c'est pas de la philanthropie, ou si c'est de la philanthropie, c'est de la philanthropie pérenne, puisque c'est la détention du capital. Et donc, ça nous donne l'occasion de nous projeter plus longtemps dans l'avenir. Et ces normes nous ont aussi aidé, si vous voulez, je pense, à envisager plus sereinement l'avenir de l'entreprise. Alors Mathias, vous connaissez bien la Commission européenne. Est-ce que dans vos travaux académiques, vous avez un indicateur d'émission de normes? Est-ce qu'elles tendent à augmenter avec les exigences de bien commun ou pas? Puisque c'est la vision qu'on a, qui est peut-être erronée. Et ma deuxième question, c'était sur le partage de la valeur. Est-ce que l'intéressement à participation est la bonne façon de partager la valeur par rapport, puisque le débat est là, on avait une table ronde hier sur l'inflation avec le gouverneur de la Banque de France, il y a une pression actuellement pour augmenter les salaires, effectivement pour éviter une dégradation du pouvoir d'achat des salariés. Est-ce que finalement le partage de la valeur, il passe pas par le salaire plus que par la participation au profit, qui peut être une forme de risque aussi, de prise de risque pour le salarié, en tout cas dans sa rémunération globale. Donc deux questions. L'usine à normes de Bruxelles, est-ce que ça s'est accéléré avec le bien commun et la prise en compte de tous ces... Et la deuxième question, salaire, participation. Alors l'inflation des normes, c'est quelque chose qui existe, pas que en Europe, je veux dire, par exemple, dans le secteur bancaire, on se plaint beaucoup du fait que Bâle 2 était beaucoup plus compliqué que Bâle 1, Bâle 3 est encore beaucoup plus compliqué que Bâle 2, etc. Disons que parfois un système... alors pourquoi est-ce qu'il y a ce genre de complexité? C'est parfois parce que chaque groupe, chaque entreprise veut disons, sa dérogation particulière, comme ça, elle peut y arriver. C'est vrai qu'avec une Union européenne avec 27 États membres qui ont leur mot à dire, il y a ce problème-là.
Alors, ce problème est évidemment endogène. Parfois, il y a des choses très simples qui pourraient être faites, mais qui, ne plaisent pas à toute une série de groupes, qui après vont néanmoins quand même se plaindre que les choses sont trop compliquées. Maintenant, je crois que dans cette optique-là, la question du partage de la valeur entre, disons, le capital et le travail, c'est clair qu'il y a une série de travaux qui ont montré, notamment aux États-Unis, que avec notamment l'émergence de très grands groupes, dans très très grandes entreprises, il y a une réduction de la concurrence et dès lors quelque chose de donc négatif par rapport à la part du travail dans le PNB. Maintenant, est-ce que la solution c'est des augmentations de salaire? Est-ce que c'est augmentation de participation? Je crois qu'il faut faire attention parce que le travail c'est pas non plus totalement homogène. Hein. Si on revient au cas de l'Allemagne, qui est un pays donc où les travailleurs sont pour les grandes entreprises et même les moyennes entreprises sont aux administrations. Je crois qu'ils sont assez bien protégés, ceux qui sont là. Maintenant, tous ceux qui sont dans les petites entreprises, etc., sont pas bien protégés du tout. Donc, les fameuses lois Hartz ont beaucoup augmenté l'inégalité entre les différents salariés. À un certain niveau, le top management, c'est des travailleurs aussi. Eux ont énormément d'intéressement au profit, mais ça plaît pas nécessairement ça va pas nécessairement pour tout le monde. Donc, je crois que ce qu'il faut, c'est avoir des mécanismes qui, quand même, au niveau macroéconomique, assurent une certaine équité. Donc qui évite parfois en effet, il faut que la réglementation sociale, etc., soit disons, suffisamment pro-égalité, la fiscalité, etc., et alors permettre un petit peu aux entreprises de se mettre là-dedans. Avec Jean Tirole, on a fait des travaux, on a fait un papier qui s'appelle The Morality of Markets, qui montre que c'est pas la concurrence en tant que telle qui est un problème, mais qu'il peut y avoir des dérives, notamment en fonction du comportement de certaines entreprises. Et dans certains secteurs, le fait d'avoir des... On reviendra avec Jean Tirole dans quelques minutes sur ces travaux, c'est tout à fait passionnant. Mélanie, je voulais juste vous faire réagir c'est quelque chose qu'on observe effectivement et qu'on ressent, c'est qu'il y a une très grande différence entre être salarié d'un grand groupe et salarié d'une petite entreprise. Hein. Il y a des gens plus ou moins protégés. Il y avait déjà un marché du travail qui était scindé en deux avec le col blanc, col bleu, avec le télétravail. Là, maintenant, on perçoit de plus en plus des accords salariaux qui sont ces désaccords avec les syndicaux internes qui sont signés un peu partout, y compris on le voyait chez Amazon. Par contre, quand on est dans une PME ou une TPE, c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ou ils sont tellement formidables chez vous qu'en fait ils sont encore mieux que dans les grands groupes, les salariés? Vos patrons, je veux dire, sont tellement formidables. Ils le sont. Comment vous dire? À un moment donné, il y a aussi, on le voit émerger là, une recherche de sens de la part du collaborateur. Et là où je pense que la TPE-PME peut vraiment sortir grandi de tout ça, c'est que il y a une proposition de sens qui est donnée. Je dis pas que ça n'est pas le cas dans les grands groupes, mais en tous les cas, on peut nous offrir ça à nos collaborateurs. Et on le voit d'ailleurs, enfin, même si je vous cache pas que le recrutement, la fidélisation, c'est un des enjeux colossaux de la TPE-PME aujourd'hui, et c'est la raison aussi pour laquelle il faut s'interroger sur le mode de fonctionnement de l'entreprise, quel travail on propose, quel sens on remet dans ce que l'on fait. Nous on parle souvent de la semaine de 4 jours, ça fait partie aussi de comment est-ce qu'on fait de l'entreprise une entreprise désirable. D'accord. Peut-être rebondir là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de dire, et ça on l'entend aussi beaucoup, y compris donc dans les petites et moyennes entreprises, c'est qu'en fait l'entreprise change pour pouvoir recruter, parce que les exigences des générations, des jeunes générations, des jeunes diplômés ne sont peut-être pas les mêmes que celles des générations précédentes. Est-ce que vous confirmez ça, que c'est un facteur? Je ne sais pas où en est le recrutement, si vous avez des difficultés, et si
finalement, il ne faut pas un peu changer les modèles pour pouvoir être attractif de ce point de vue-là? Mélanie a employé le mot de désirabilité. C'est vrai qu'effectivement, l'entreprise, elle agit sur un marché, le marché de l'emploi, et que les collaborateurs ont le choix aussi. Quand on est dans des périodes où le chômage est moins important, les collaborateurs ont plus le choix que dans des générations précédentes de leur employeur. Donc effectivement, il faut avoir des offres compétitives. Après, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de donner du sens. Donc c'est d'embarquer en fait les collaborateurs dans une raison d'être, dans une mission en fait de l'entreprise qui lui permet de se dépasser. Et je pense que toute entreprise, en fait, peut trouver ça. Elle va le trouver à travers des actions sociales qu'elle va mener. Elle va le trouver, par exemple, nous, on a mobilisé les collaborateurs pour faire des expéditions à destination des populations ukrainiennes depuis le début de la guerre en Ukraine. Et en fait, ça permet, et il y a plein d'autres exemples comme ça, et en fait, ça permet, je trouve, d'ajouter du plus à l'entreprise et de créer du collectif aussi, parce qu'un des effets de ce que l'on a connu à travers le Covid, c'est une séparation, on va dire, des gens. Le télétravail, ça ne permet pas vraiment de travailler en équipe. Et donc, il faut retrouver du sens collectif. Et la difficulté, peut-être, dans de entreprises comme Pierre Fabre, c'est que nous avons des populations salariées qui sont très différentes, puisque sur à peu près 6000 collaborateurs en France, nous en avons 2500 qui travaillent dans l'industrie et dans la logistique, c'est-à-dire 40%. Quand on compare à nos compétiteurs, ils n'ont que 10% de leurs salariés en France qui travaillent dans ces secteurs. Nous produisons 90% de ce que nous faisons en France. 70% à l'export, vous l'avez dit tout à l'heure, mais 90% est produit en France. Et en fait, nous gérons des populations très différentes. Des chercheurs, notamment à Toulouse, au Cancéropole, des collaborateurs commerciaux qui sont souvent sur la route, et puis des collaborateurs qui sont dans les usines et dans les centres logistiques, donc qui ont une sédentarité différente d'autres. Et ça, c'est ce qui rend le travail à la fois complexe et passionnant, c'est d'arriver quand même à faire une communauté à travers ces différentes personnes. Et la réponse qu'on va apporter à la désirabilité n'est pas forcément la même en fonction de ces différentes communautés. Alors, on a une question, observation là. Est-ce que le sujet, pourquoi résumer le sujet du bien commun à une question de statut et de rémunération? N'est-ce pas plutôt le sujet de la création de valeur? Et alors, entre parenthèses, pas seulement financière. Moi, j'ai envie qu'on termine là-dessus parce que so what? Est-ce que le profit c'est devenu un gros mot parce que pour partager de la valeur, encore faut-il en créer? Est-ce que vous sentez, vous, qu'il y a carrément, chez certains de vos adhérents, maintenant, ça ne fait plus partie des objectifs? En fait, les entreprises sont en train petit à petit de devenir, elles étaient entreprises à mission, elles vont devenir des ONG, je ne sais pas. Jusqu'où on va? Non, je trouve que la question, elle est ultra pertinente. En réalité, la question qui est derrière, c'est qu'est-ce que l'on compte? Aujourd'hui, on compte l'argent. Ce serait bien de réussir à faire un pas de côté pour dire comment est-ce qu'on compte tout le reste? Comment est-ce qu'on compte le bien-être dans notre entreprise? Et comment ce que l'on compte, donc pas que le financier, comment ça se retranscrit réellement dans les comptes. Et je peux vous garantir que si on commence à compter différemment et que les comptes des entreprises qui ont un impact extrêmement négatif sur l'écosystème vont commencer à devenir négatifs, ils vont plus trouver d'actionnaires pour aligner derrière. Et c'est ça qui est important, c'est qu'est-ce que l'on compte vraiment. Et en effet, moi, alors je trouve qu'on est pile au bon endroit pour venir interroger les économistes, les chercheurs sur quelle nouvelle comptabilité nous pourrions proposer demain aux entreprises pour qu'elles prennent en compte l'ensemble de ces critères, le social, l'environnemental. C'est l'experte comptable qui parle aussi. Absolument. Passionnant. Et ça, alors on connaît CARE, une des méthodes qui est CARE, qui est très intéressante, mais comment est-ce que ça, on arrive à le généraliser et comment on arrive à l'expérimenter? Nous, on aimerait bien pouvoir expérimenter ce genre de comptabilité. Alors, il y a certaines grandes entreprises, vous avez peut-être remarqué ça, qui s'achètent ça s'appelait avant la publicité financière, alors ça s'appelle plus comme ça, à l'occasion de la fin de leur exercice, donc communiquent toutes sortes de chiffres. Un très grand transporteur maritime, par exemple, généralement des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent. Et alors, il y a toutes sortes de chiffres, sauf l'impact sur ceci, cela, sauf le résultat net. Est-ce que c'est pas un peu excessif? Est-ce que
Vous assumez, vous, alors je parle création de valeur financière, est-ce que c'est un gros mot? C'est devenu quelque chose d'indicible, parce que on peut être traité de criminel à gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin? Et on va revenir avec Mathias et Jean justement sur cet arbitrage éthique, création de valeur financière, profit. Est-ce que le balancier n'est pas allé quand même un peu loin? Alors, sans création de valeur financière, il n'y a pas d'investissement. Sans investissement, il n'y a pas de progrès. Voilà. Et le progrès, c'est un progrès économique, mais c'est aussi un progrès environnemental, sociétal. C'est un progrès collectif, d'une certaine façon. Donc, je pense que la création de valeur financière est indispensable, hein, mais ce qui compte, c'est ce que l'on en fait après. Et là, je pense qu'il y a plusieurs types de mesures qui peuvent être prises. Je vois parfaitement ce que vous dites sur les communications. Peut-être prenons le bon côté des choses. Ça peut paraître parfois un peu obscur ou très, comme une forêt. Il y a beaucoup de choses en fait quand on le regarde. Mais quand nous on a réfléchi par exemple à ce qu'on a appelé à l'intérieur de l'entreprise la Green Mission qu'on a initié il y a 4 ans et qu'on a essayé de se fixer des objectifs de pérennité environnementale. En fait, on s'est calé sur les accords de Paris, donc et on a vu à l'échelle d'une entreprise ce que pouvait vouloir dire en termes de consommation énergétique, d'émissions carbone, de création de déchets, de consommation d'eau, etc. Toute une palette d'indicateurs, enfin une douzaine, ce que ça voulait dire en termes de trajectoire pour respecter la trajectoire des accords de Paris. Et finalement, ça, c'est notre boussole. Cette boussole-là, je peux vous dire qu'elle est autant regardée par mon conseil d'administration que ne l'est la performance financière. Et c'est très intéressant parce que les parties prenantes dont je parlais tout à l'heure et qui contribuent au rapport intégré, évidemment, le regardent avec la même acuité. Donc je pense l'exemple peut paraître complexe, hein, parce qu'on se dit on prend des accords qui sont des accords internationaux, qu'est-ce qu'on en fait à l'échelle d'une entreprise qui est une petite entreprise, hein, d'une certaine façon. Eh bien, c'est possible, et ça nous donne cette boussole qui est complémentaire effectivement des indicateurs financiers. Et je pense que c'est un exemple qui est suivable, déclinable à beaucoup d'échelles. On l'a pas fait tout seul, hein, mais on a utilisé beaucoup d'expertise. On a la chance en France d'avoir beaucoup d'expertise sur ces sujets-là, beaucoup de startups qui travaillent sur ces sujets-là, sur la donnée. Et ce qui est important avant de se lancer dans ces démarches, c'est de générer beaucoup de données sur nos productions carbone, etc. Parce qu'en fait, on ne peut commencer à véritablement faire des efforts que quand on a correctement mesuré. Et à partir de ce moment-là, ça commence et ça rapporte au métier de Mélanie, parce que c'est quasiment de l'expertise comptable. Mais c'est comme ça, je pense qu'on peut progresser. Alors, merci infiniment à tous les deux. On est rentré là dans les arcanes des entreprises. Vous parliez des données, de l'expertise, là on va en avoir. Surtout ne nous quittez pas, Mathias, avec Jean Tirole qui travaille précisément sur ces sujets et les équipes de Toulouse School of Economics. Donc on va rentrer un peu dans les métriques pour savoir comment on peut calculer toutes ces exigences qui peuvent paraître de l'extérieur un peu contradictoires. Merci à tous les deux et j'invite Jean Tirole à me rejoindre.